high she is. I forgot how superstitious people are in these parts. Wow. Donc c'est l'histoire d'un couple spécialisé dans l'urbex qui part explorer une maison abandonnée au fond d'un lac, mais cette maison va s'avérer être hantée. Alors quand toi tu reçois le scénario, quelle est ta première réaction? Alors franchement, la première réaction, je me suis dit comment on va faire ce film? Parce que c'est quand même un film qui se passe, je crois, 90% sous l'eau, dans un décor, comme tu dis, une maison entière, un manoir énorme, hanté, et ce manoir devient vivant avec des fantômes, des choses qui bougent, des lumières qui s'allument, etc. Et puis un drone sous-marin qui suit les personnages. On n'a pas un budget américain pour faire ce film, loin de là. Et d'ailleurs, plusieurs potes réalisateurs, quand ils entendent parler du projet, disent « Mais vous êtes fous, faites pas ça, vous allez vous gaufrer, quoi. » What the fuck is that? No, 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 no. No! Don't swim! Donc on a tourné The Deep House en Belgique, dans les studios Lights, parce que tu as une énorme piscine sur 9 mètres de fond, et sur un carré de 21 par 21 mètres, tu as une grande grille qui peut monter jusqu'en surface, voire plus haut, et après redescendre à la vitesse que tu veux et à la profondeur que tu veux. Alors là, le principe du film, donc, c'était de filmer avec des petites caméras accrochées au personnage et une caméra accrochée sous un drone sous-marin. Sauf que ce n'étaient pas des caméras qui sont faites normalement pour faire des films de cinéma. Tu ne peux pas brancher un câble dans ces caméras-là pour pouvoir tout contrôler. Tout marche en Wi-Fi. Et donc du coup, il fallait qu'on invente des systèmes qui nous permettent de récupérer le Wi-Fi, de l'envoyer en filaire en surface, ce qui permettait aux réalisateurs d'avoir l'image en direct, donc sans délai, et aux techniciens images de mon équipe de pouvoir contrôler tous les paramètres de la caméra. Donc ça, moi, je pensais que ça existait, mais ça n'existait pas. Et on s'est retrouvé d'ailleurs à parler avec les équipes de James Cameron qui étaient en train de tourner Avatar 2, et ils se posaient les mêmes questions. Sauf que Cameron, en se marrant, nous dit « Bah ouais les gars, on se pose les mêmes questions, c'est hyper galère, sauf que nous, on a nos limites budget, donc on va trouver les solutions. » Moi, j'avais méga limite budget, pas beaucoup de temps. Donc au final, dans le salon, là derrière moi, avec mon assistant, on a potassé comment fonctionnait le Wi-Fi en général, comment est-ce que l'eau absorbait les ondes, etc. Donc on s'est vraiment formé un peu tout seul en regardant des tutos sur Internet, etc. Le premier jour, on était en panique totale parce que rien ne fonctionnait. Tous les systèmes qu'on avait inventés d'électronique, on les avait testés dans de l'eau à 26 degrés. Et là, le fait que l'eau soit à 30, en fait, ça a tout changé. Donc tous les trucs qu'on avait fabriqués ici dans le salon marchaient plus, et il fallait qu'on refasse sur place des nouveaux boîtiers Wi-Fi, en gros des nouveaux petits modems, grâce à notre seconde assistante. Elle a un côté génie. Tu lui mets un truc électronique dans les mains, elle le voit, elle regarde, elle fait « Ah oui, ouais, ça je connais. Il y a tel composant qui vient d'Israël, tel composant qui vient de Chine. Ça c'est de la merde, ça ce truc. » Rien, elle fait « Ah, ça c'est bien fait. Mais je peux te le refaire si tu veux. » « Oui, oui, vas-y, bien sûr. Ça risque de coûter un peu cher. Combien? 20 €. Vas-y, fais-le, pas de problème. » Et là, je la suis dans sa caravane, et t'arrives dans la caravane, c'est génial. C'était un film en lui-même, le truc. Tu rentres, il y a 5 imprimantes 3D, des composants électroniques. Et là, elle a commencé à nous refabriquer. Donc, elle a fait version 2 de nos machines. Et le lendemain, on a tourné. Et là, c'était lancé. Et ça tourne, 57 sur 7 deuxième. Merci. Je me posais la question de la lumière aussi. Comment on gère la lumière sous l'eau? Ça, c'était toute une histoire parce que au début, l'équipe de production s'était basée sur ce que les réalisateurs ont dit.
C'est un film qui sera éclairé à la lampe torche. Donc je crois que j'avais 1 000 € de budget en lumière. Et quand je découvre le budget, le directeur de prod se doutait bien que ça allait pas le faire, 1000 balles. Et je dis, ah ouais, mais déjà, une torche sous-marine, ça coûte 500 balles. Donc effectivement, ça vous avez bien calculé, mais il faut 1 ou 2 torches de secours aussi, s'il y en a une qui merde. Ah ouais, 1500. Et puis il va falloir des projecteurs de cinéma. Ah bon? Bah oui, là on tourne quand même avec des caméras qui ne sont pas faites pour faire du cinéma. Donc ça faisait partie aussi des essais où on a tiré le signal de ces caméras dans tous les sens. Sauf que c'est des caméras qui ont une latitude d'exposition qui est minuscule en fait. Donc du coup il fallait en gros éclairer pour faire rentrer toutes ces informations qui nous intéressaient dans uniquement cette diaph de latitude. Alors, heureusement, moi j'ai commencé avec des caméras vidéo pourries il y a 20 ans, qui avaient ce type de latitude, donc je connaissais bien le truc. Mais ce qui veut dire qu'il faut vachement éclairer au final. Donc quand on tournait, on voyait comme en plein jour. Tout le décor était éclairé presque comme en plein jour. Et c'est après en post-production qu'à l'étalonnage, on est venu densifier l'image. On a utilisé pas mal de projecteurs en surface, donc il y avait des grands espèces de matelas lumineux faits avec des LED qu'on pouvait gérer par ordinateur, à mettre la couleur qu'on voulait, etc. Mais en gros, toute la surface de la piscine pouvait être recouverte de cette ambiance lumineuse qui donnait la base. Et après, sous l'eau, j'ai utilisé des lampes qu'on appelle des ACL. C'est des ampoules qui marchent en 48 volts, une tension qui est autorisée à utiliser sous l'eau, qui sont assez fortes et très ponctuelles et qui permettaient d'aller éclairer telle ou telle zone. Et surtout, c'était des lampes pas chères. Putain! Tu l'as? Quoi? Regarde! Il y a quelqu'un derrière. Mais de quoi tu parles? Je pense quand même qu'on est passé de 1 000 € prévus en lumière à peu près 80 000. Hein. Ah oui, quand même. mais il fallait quand même bricoler. Donc on a utilisé aussi des tubes, des grands tubes lumineux qui font à peu près 1 mètre de long avec des LED, dans lesquels on a mis ces tubes dans des chaussettes en PVC transparent, en gros. Et puis on a mis des câbles pour pouvoir gérer les forces en surface. Donc en gros, on éclairait tout le décor au sec. Une fois que le décor était monté sur cette grille et que la déco finissait de préparer l'immersion du décor, nous on pré-lightait et on installait l'équivalent de Kinoflow LED, quoi, en gros, nos parts ACL. Ce qui change en lumière, c'est l'absorption de la couleur, beaucoup. Plus tu as de densité d'eau, plus tu vas absorber de couleur. 4 mètres d'eau, en gros, t'absorbes le rouge. Entre 4 et 6 mètres d'eau, là, tu n'auras plus de rouge du tout. Après, c'est l'orange qui part, le jaune, voilà, le vert, le bleu. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien prendre en compte. Et si tu veux ramener du rouge, et c'est une couleur assez importante dans le film, il faut que la lumière soit assez proche de ce que tu veux éclairer et que la caméra soit proche de ce que tu veux filmer. Moi, j'étais beaucoup en surface avec les réalisateurs et je pouvais piloter le drone qu'on a fait développer nous et qu'on a remodifié nous-mêmes. Le film était cadré par Thibaut Roby et Justine Charbonnier, qui sont un vrai couple dans la vie et qui sont parmi les meilleurs plongeurs du monde. Et donc c'est eux qui jouent les 2 personnages sous l'eau. On leur donnait les indications par haut-parleur sous-marin et on pouvait les guider en direct. Donc, sois très proche du mur. Et là, tu montes. Très proche du mur, vas-y. En termes de cinématographie pure, comment se passe le découpage? Est-ce que c'est quelque chose qui se fait au fur et à mesure ou quand même en amont, on a un plan de tournage où on sait déjà vraiment quel plan précisément il nous faut? Alors oui, il faut avoir une très bonne idée de ce qui va se passer, surtout, alors pas forcément en termes de découpage pur, parce que ça aurait eu la contrainte en mise en scène de faire quelque chose de plus cinéma et moins found footage. Donc on se donnait des points clés, des rendez-vous
surtout des déplacements de personnages et ce qui devait se passer dans la scène. On tournait presque en plan séquence finalement. Ok, je commence le décompte. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On plonge, on plonge. On faisait une première prise en se concentrant par exemple sur la caméra embarquée de Ben. Ensuite, on le refaisait point de vue embarqué du personnage de Tina. Moi, pendant ce temps-là, je me concentrais sur le drone avec ma manette de PlayStation. Et après, on se concentrait sur la caméra à la main de Ben. Mais il fallait vraiment même si on tournait tout en même temps et qu'on voyait toutes les images en même temps, il fallait vraiment qu'on sépare les points de vue parce que sinon, on s'en mêlait, quoi. J'avais quand même besoin, moi, d'y aller et d'aller choper voilà, des plans peut-être un peu plus longs, un peu plus fluides, un peu plus maîtrisés. Je me souviens d'une séquence qui se passe dans une chambre sordide. Et là, il sent qu'il y a une présence. Et tout. Je te raconte le truc, j'ai les frissons. Tu sens qu'il y a une présence et tout, et il va se planquer sous le lit. Et là, il y a une espèce de sorcière qui débarque, et tu vois ces vieux pieds tout pourris qui passent tout près. Donc ça, c'est moi qui tournais ce plan-là. Et je suis sous le lit comme ça, et je me mets vraiment dans la peau du personnage. C'est ça qui était génial, c'est que je jouais dans le film en cadrant, quoi, tu vois. Et à un moment, par surprise, il y a celle qui joue la petite fille qui arrive en apnée et qui arrive sous le lit comme ça et qui fait Blah comme ça. Et moi, j'ai vraiment flippé à mort. Je l'ai vu, j'ai sursauté, la caméra, elle sursaute, etc. Elle a une gueule mais complètement maquillée qui fait super peur. Et tu le sens à la caméra, tu sens que c'est un vrai flip, quoi. Quelle est la plus grande différence finalement entre un tournage sous l'eau comme celui-ci et un tournage terrestre classique? Quand on tourne sous l'eau, c'est 4 fois plus long en moyenne qu'un film terrestre, quoi, tu vois. Sauf que là, on avait en gros 3 fois moins de temps qu'un film normal terrestre pour le faire. Là, je me prenais mais tellement de contraintes, etc. Mais en fait, ce qui m'excitait et me faisait avancer à chaque fois plus fort, plus loin, avec plus de détermination, c'est quand les gens me disaient « Vas-y, arrête, c'est impossible ». Moi, c'est un truc qui m'a toujours rendu dingue, hein. En premier lieu avec mes équipes, quand j'ai des nouveaux qui arrivent dans les équipes, etc., qui me disent « Ouais, non, mais ça, c'est impossible ». Je les défonce. Mais je les défonce. Et je dis « Mais impossible, c'est quand même un mot énorme ». C'est comme si tu me disais « C'est mort ». La mort, c'est un truc spécifique. Impossible, c'est un truc spécifique. Il y a peu de choses impossibles. Va dire à Cameron, qui m'inspire beaucoup, c'est impossible. Ah ben non, lui, il va repousser aussi les limites, voilà, il va se donner les moyens pour, etc. On va forcément y arriver. Tout le monde y est arrivé avant nous, tu vois. Tous les gens qui ont fait des films ont arrivé à faire plus ou moins ce qu'ils voulaient, quoi, voire plus. C'est pas forcément la promesse que tout le monde s'est fait au départ, mais ça va rentrer. Et si tout le monde a envie, si tout le monde a cette fibre, si tu veux, et cette passion, ou juste une conscience professionnelle, si tu veux, tout le monde va faire en sorte que ça rentre.